Peut-être prendre encore 1 ou 2 minutes avant de commencer. On n'a pas vu de grande rentrée d'un flot qui annoncerait en fait la fermeture des portes. C'est parti. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Donc, pendant 45 minutes, nous allons parler d'un personnage fort important dans les projets qui s'appelle le Product Owner, et ça dans un environnement dans lequel il a une très grande importance, qui est une grande entreprise. Et en l'occurrence, ici, il va s'agir d'une grande banque d'investissement dont Laurent va vous dire tout à l'heure quelque chose. Bien, je vais me présenter. Donc, moi, je m'appelle Henri Darmé, je suis expert agile chez Objet Direct et j'interviens donc sur les projets que gère Laurent. Bonjour, Laurent Dubost. Je travaille au sein de la Société Générale. Avant de démarrer notre témoignage, je voulais commencer par un petit peu de contexte. Donc la Société Générale SGCIB, qui sommes-nous ? Une banque d'investissement. Donc la banque d'investissement, ce n'est pas le guichet de banque que vous connaissez vers lequel vous vous retournez pour ouvrir un compte ou faire un prêt. C'est la banque qui intervient sur les marchés financiers. L'actualité nous rend célèbres ces temps-ci. Sur les marchés financiers, donc la banque d'investissement est internationale. On intervient sur l'Asie, l'Europe et l'Amérique. Les projets qu'on livre aux clients servent l'ensemble de ces places. On est dans un environnement très concurrentiel, très sous pression aujourd'hui. Et nos clients ont besoin d'applications. Ils sont extrêmement consommateurs en informatique. Ils ont besoin d'applications très custom, très réactives et avec énormément d'innovation. Pour aller un petit peu plus dans le détail, donc ces clients qui interviennent sur les marchés, ce sont des traders, des marketeurs, du marketing. On en entend parler également dans la presse. Donc très concrètement, un trader, c'est quelqu'un qui intervient sur les marchés financiers. Donc il y a les marchés d'actions, vous avez tous certainement acheté des actions. Il y a des marchés obligataires, on en entend parler avec l'Europe. Il y a les marchés de commodities, de matières premières, là aussi avec derrière des produits financiers qui sont construits par les salles de marché, vendus à des clients. Donc au front office, on a des traders, mais on a aussi des vendeurs. Et on a aussi des équipes marketing qui marketent ces produits. Derrière, en soutien de ces équipes front office, il y a des activités ressources. Donc c'est ce qu'on appelle les back-office qui vont venir assister le trader, le marketeur pour réaliser leurs opérations de marché. Et également, c'est des produits assez complexes. Là aussi, l'actualité nous permet de les présenter, peut-être pas sur le meilleur jour, mais au moins d'en donner une vision. Quand vous faites un prêt, il a une durée de vie et éventuellement des événements. Si par exemple, vous voulez temporiser votre prêt pendant 3 mois, là, il y a énormément d'événements très compliqués sur ces produits. Donc il y a une gestion en back-office derrière qui est réalisée par ces back-office. Tout ce corps front-office et back-office constitue nos clients. Donc c'est nos 2 clients pour high-tech. On parlera de clients métiers pour le front-office puisqu'il intervient réellement directement à l'extérieur de la Société Générale. Le client back-office, lui, intervient pour le front. Avec nous, on a les équipes GTS d'infrastructure qui vont assurer toute l'infrastructure permettant de maintenir les applications de notre SI. Bon, alors il va être beaucoup question donc de Product Owner dans les minutes qui suivent. On va donc en dire quelques mots. Alors pourquoi on a fait ce séminaire sur les Product Owners ? C'est parce que c'est un personnage clé
dans les projets, et c'est un personnage clé pour la réussite de ces projets. C'est-à-dire qu'embarquer un product owner qui est bien conscient de son rôle, qui est à l'aise dans ce qu'il a à faire, est généralement déterminant pour arriver au résultat. C'est un rôle difficile, c'est-à-dire que pour des gens surtout qui ne sont pas habitués à cette fonction, à ce rôle justement, eh bien, ils peuvent rencontrer au départ pas mal de difficultés, se poser beaucoup de questions, être un peu effrayés parfois par le rôle. Et donc, nous, on a vécu avec eux maintenant un certain nombre de projets. Ce sont des projets qui ont réussi. C'est une façon, effectivement, pour nous, nous avons utilisé une façon de gérer cette population. Et on a pensé que c'était intéressant de vous la faire partager aujourd'hui. Alors, très souvent, quand on parle justement d'agilité dans les projets, en particulier dans les grandes entreprises, on dit bien sûr, ça serait super si chez nous on faisait de l'agilité. Mais être agile, ça nous pose beaucoup de problèmes, en particulier avec le client, le product owner. Et ce qu'on entend la plupart du temps, eh bien, c'est ce qui est résumé dans ce slide. En gros, le client n'est jamais disponible. Il n'est jamais assez proche des équipes de développement, il n'est pas capable de parler leur langage. Il ne sait jamais ce qu'il veut, il change perpétuellement d'avis. Et ce qui fait qu'à la fin, vu toutes les difficultés, il a énormément de mal à s'impliquer. Bien, ces différents problèmes. Excusez-moi. Ces différents problèmes sont de vrais problèmes. Je veux dire, effectivement, si vous avez rencontré ça dans vos entreprises, c'est tout à fait normal. On les rencontre partout. On les rencontre aussi dans une grande banque. On les a aussi rencontrés à la Société Générale. Bien, alors, pourquoi ? En fait, on s'est aperçu, quand on s'aperçoit quand on réfléchit au rôle de product owner, qu'il a beaucoup de choses à faire. Et on lui demande de remplir beaucoup de rôles, en fait, beaucoup de missions. C'est un rôle où il y a beaucoup de missions. Il y a des missions d'assez haut niveau, de prise de décision, voire de financement. Il y a aussi des missions beaucoup plus proches déjà du développement qui consiste à spécifier en détail ce qu'il faut faire, d'expliquer éventuellement aux équipes de développement ensuite comment il faut les réaliser. Et puis, bien sûr, une fois qu'il reçoit le logiciel, il faut qu'il puisse le prendre en main, le tester et le valider. Donc ça fait énormément de rôles. Et on peut imaginer assez aisément que dans une grande entreprise, toutes ces missions ne soient pas assurées et ne puissent pas être assurées par une seule personne. Deuxième question, c'est en fonction de ces missions, mais aussi en fonction justement des métiers dans les grandes entreprises, quels sont les personnages les plus à même d'assurer ces missions. Alors, ça peut être bien évidemment l'utilisateur final. On pense généralement d'abord à lui, c'est lui qui va utiliser l'appli, il est proche finalement de l'application, il est peut-être le mieux à même de spécifier cette application. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai parce qu'il a effectivement la connaissance, c'est pas vrai parce qu'il n'a pas forcément la hauteur de vue, puis aussi parce qu'il n'a pas forcément le pouvoir de décision. Ça peut être son responsable. Alors, le responsable, on est un peu dans le problème inverse. Généralement, il connaît bien le métier, mais il a beaucoup moins de temps, lui, parce qu'en général, il a une activité à assurer. Ça peut être aussi un expert métier. Donc là, on a la personne qui a une vue un peu transverse, mais justement, comme elle a une vue un peu transverse, elle ne connaît pas forcément les processus quotidiens des utilisateurs. Donc, en fait, on voit très bien qu'aucun rôle, tous les rôles finalement métiers sont, à un titre ou à un autre, légitimes, aucun ne l'est complètement. Donc, à la Société Générale, on a vu tout à l'heure l'organisation, donc nos clients front office et back office. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, donc on a à gauche la partie high-tech, donc classiquement nos équipes Scrum en agilité. Quand on veut démarrer un projet agile, on va chercher, la première question qu'on pose aux clients, c'est « Ok, mais il nous faudra un product owner ». Donc là, il y a la mâchoire qui tombe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il nous faudra quelqu'un qui a un rôle spécifique, donc on va vous en parler. On va regarder ensemble. Et c'est la clé de réussite de notre projet. L'agilité ne se fait pas sans product owner issu du métier. Ce n'est pas une maîtrise d'ouvrage, un AMOA qui va réaliser la décision ou réaliser la gestion du scope.
Donc ce product owner-là, il travaille au front office, donc là, embarqué, comme on l'a dit tout à l'heure, sur les marchés, ou en back office, un peu plus en retrait, mais en aucun cas, c'est un informaticien. Donc l'objectif ici, c'est d'aller rechercher, d'identifier par rapport aux 3 problématiques, utilisateurs, responsables ou autres, le bon product owner par rapport à la demande qui nous est faite. Alors, comment on procède ? On va voir ensuite avec Henri que le product owner, à travers les 6 composantes qu'on a vues tout à l'heure, c'est une chaîne de responsabilité. Dans tout le témoignage que je vais vous faire, je vais me concentrer moi sur le product owner métier, avec 2 engagements, la décision, la validation. Donc nous, on simplifie le rôle du product owner, on en demande 1, et on lui demande 2 choses. Par contre, on ne déroge pas par rapport à ce sujet-là. Ça veut dire que tout au long du projet, la décision doit être portée par ce product owner, ainsi que la validation. Donc on va s'efforcer à obtenir ces 2 engagements, et on va les contrôler tout au long du projet. Deuxième point, on a par exemple évidemment le suivi budgétaire, la partie finance tout à l'heure, on a vu dans les 6 composantes. Là aussi, c'est le métier, ce n'est pas Hightech qui finance le projet. Hightech reçoit un budget et doit l'exécuter en bonne et due forme. Là, à la Société Générale, mais ça doit être le cas dans les autres grandes entreprises, c'est une autre responsabilité métier qui va jouer ce rôle de product owner, mais ce n'est pas un sponsor éloigné. Alors, puisqu'il gère le budget, on ne va pas le faire intervenir tout le temps, mais dans les méthodes agiles, on se fixe un scope, un budget, un délai. Le product owner a le premier levier aux commandes et il s'occupe de la gestion du scope. Alors, bien évidemment, les différentes missions qu'on a vues tout à l'heure doivent être remplies. Laurent vient de vous expliquer qu'en fait, une partie, la partie finalement la plus grande, ou on peut dire la plus noble, est effectivement conservée par le product owner au sens strict chez Société Générale. Mais tous les autres rôles doivent bien sûr exister pour à la fin avoir une application qui tourne. Alors l'idée qui a été utilisée, qui est quand même assez classique, mais qui fonctionne bien, donc, est de s'appuyer sur une chaîne de responsabilité. Dans cette chaîne de responsabilité, le premier élément, c'est le business analyst. Qu'est-ce que c'est que le business analyst ? C'est quelqu'un qui connaît bien le métier, mais c'est aussi quelqu'un qui a une certaine sensibilité à l'informatique. C'est quelqu'un qui est capable de discuter avec un product owner, c'est quelqu'un qui est capable de le comprendre, c'est quelqu'un qui est aussi, en fonction de ce qu'il reçoit comme information, est capable de faire des propositions. Donc il va soulager considérablement le product owner dans toutes ses tâches de création de l'application. Et puis ensuite, il fournit des spécifications qui sont purement fonctionnelles à un deuxième personnage qui est l'AMOA. Juste un dernier mot sur le rôle du business analyst. C'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans la littérature sous la forme de business proxy. Donc l'AMOA, lui, son rôle pour le coup, c'est de prendre les spécifications fonctionnelles qui lui viennent du business analyst et de les transformer en user story suffisamment cohérentes, suffisamment précises pour qu'une équipe de développement puisse les exploiter et réaliser l'application. Voilà, donc derrière, c'est lui qui, en fait, dialogue directement avec l'équipe. Alors ici, on voit des flèches qui passent par plein de personnages. En fait, dans le dispositif, c'est relativement ouvert et l'équipe peut être amenée à discuter directement avec le billet, voire avec le PO. En fait, elle peut le faire chaque fois qu'elle le désire. On ne met aucune contrainte là-dessus. Il s'avère que, disposant de cette chaîne de responsabilité, elle a bien sûr tendance à s'adresser à la personne la plus proche, qui est en l'occurrence l'AMOA, puisque l'AMOA est intégré dans l'équipe Scrum. Il fait partie vraiment de l'équipe Scrum, il est là aux cérémonies, que ce soit le daily meeting, que ce soit la rétrospective, que ce soit le chiffrage, etc. Il fait vraiment partie de l'équipe, ce qui fait qu'il y a une grande proximité, et c'est lui en fait qui fournit la disponibilité qu'on pourrait penser manquante dans les problèmes évoqués. De l'autre côté, effectivement, là on a un business analyst qui lui est un peu plus loin pour pouvoir justement se rapprocher du PO. Le PO, d'ailleurs, qu'on le montre cette image, étant parfois quelqu'un qui n'habite même pas à Paris, quoi. Voilà, là, en l'occurrence, j'ai mis un dessin d'une place à Madrid et c'est une forme de clin d'œil par rapport à nos projets. Donc, à ce niveau-là de l'exposé,
on a adressé deux des problèmes qu'on a vus au départ, qui est la disponibilité et le fait que les gens du métier et les gens du développement ont des difficultés à se comprendre les uns les autres. On voit que tout ceci repose effectivement sur la chaîne de responsabilité. Il nous reste bien évidemment les deux autres questions, l'implication et le changement d'avis. Donc Laurent va nous expliquer pourquoi le client, dans un tel dispositif, s'implique de façon assez aisée finalement. Donc, ce que retient le product owner de l'apprentissage de son rôle, on y a travaillé longuement avec Henri et on est arrivé sur 4 révélateurs. On a regardé les témoignages, on a interrogé nos product owners, ils nous ont retourné un témoignage de projets en cours ou de projets terminés qui sont maintenant en production. Et au final, on est arrivé sur 4 mots-clés qui révèlent la synthèse de leur témoignage. Et nous, côté high-tech, on avait comme vision que c'était la façon dont on les avait onboardés dans le périmètre. Donc on va progressivement regarder ces 4 révélateurs. Donc le premier révélateur, ce qui est retenu du product owner, c'est l'aspect concret. Alors pour ce faire, quand on a vu tout à l'heure, on a dit tiens, vous voulez un projet agile, il nous faudra un product owner, certes. Une fois qu'on est d'accord, au moment de se mettre d'accord, on va aller proposer une visite. Donc on va aller voir une salle Scrum avec plein de post-it au tableau. On va expliquer pourquoi il y a ces post-it au tableau, comment ça fonctionne. Et là, on bénéficie immédiatement de cet aspect concret, puisque là où quelqu'un qui ne connaissait pas les méthodes agiles, en moins d'une demi-heure, on va lui expliquer un sprint backlog, un product backlog, on l'affiche également au tableau, un burden chart pour suivre l'avancement, une vélocité. En 20 minutes, la personne a compris comment ça fonctionne. Donc l'outillage est vraiment simple en termes d'appropriation. Et le product owner, il voit très rapidement un intérêt. On lui raconte aussi, on lui décrit qu'on va faire des démos, donc de l'incrémental. Et là, il y voit effectivement l'intérêt de réagir sur du concret, une fois de plus, et pas sur du document. Donc il est plus facile de réagir sur quelque chose qui existe que sur quelque chose qu'on définit dans l'absolu. Le deuxième révélateur qui nous a été relevé comme point positif de l'onboarding sur une équipe agile, c'est l'aspect progressif. Donc on n'envoie pas notre product owner 2, 3, 5 jours, j'ai rien contre les instituts de formation, mais l'idée elle n'est pas là. L'idée c'est le product owner, on l'a vu, on a décidé que c'était lui, il a pris en compte l'engagement. On lui demande, première chose, au départ, de présenter à l'ensemble du business qui va être participant au projet, que c'est lui le product owner. On lui demande de présenter son rôle et de présenter son engagement. Donc là, on va à chaque fois accumuler un petit peu les 4 concepts. On lui demande à son tour d'être concret vis-à-vis de son PO budget. On lui demande de valider avec son PO budget le fait de rentrer dans la méthode. On sait que ça va être différent, donc attention. Et on va rentrer pas à pas, progressivement dans les sujets. Je vais me placer un petit peu plus loin. Au bout de 3 sprints, on a un product backlog. On a réussi 3 sprints. On a le product backlog. Chaque fin de sprint, on revoit tout le product backlog. On le manipule. On décline les user stories du sprint suivant. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, on arrive à faire vraiment comprendre, par exemple, la priorisation. La priorisation, on a compris dès le départ. Mais au bout de 3 sprints, on va avoir des product owners qui vont commencer à détailler une fonction de manière assez importante, qui dépasse ce qu'on avait imaginé au départ. Et là, tout simplement, en challenge, le billet dont on a parlé tout à l'heure, qui participe à cette grande fonction de product owner, va commencer à lui dire, mais regarde ce détail-là par rapport à la fonction qui arrive dans le sprint suivant, voire même après, prends conscience que tu priorises ce détail-là contre la fonction suivante. Et là, ça prend tout le sens du progressif. Ce n'est pas qu'un progressif pour rentrer dans les méthodes agiles, sinon ça n'aurait aucun intérêt. C'est un progressif pour vraiment gérer la construction de son produit. Et les product owners qui arrivent à ce niveau de maturité ont vraiment la main sur leur produit et en prennent la maîtrise en termes d'exécution. Donc c'est vraiment cet aspect de progressivité qu'on développe. Troisième état, c'est la convergence. On ne l'a pas à tous les coups. Il faut être honnête. La convergence, c'est quoi ? Dans un projet classique, on arrive, super, on a une structure, on a un planning détaillé, on a des specs de telle date à telle date, tant de délai de validation, super. Après,
le trou noir, c'est un peu négatif, mais c'est une longue période d'attente et d'incertitude. Et puis, tout d'un coup, on demande aux clients de nous rédiger des cas de test, de les passer pour se dépêcher un petit peu, parce qu'on a mis beaucoup de temps à réaliser le projet et la date de mise en production tant attendue approche. Là, la convergence, c'est différent. On va s'appuyer sur le concret, on va s'appuyer sur le progressif pour construire ensemble une relation adaptée au contexte, adaptée à la vision du product owner, dans les aspects concrets et classiques. La première question qu'on pose à notre product owner sur la première séance de rédaction des features, c'est quoi? On fait d'abord quelques features et on lui demande c'est quoi la vision de ton projet. On n'est pas dans la vision détaillée des business value de chaque feature, c'est quoi l'objectif de ton projet en quelques mots, la vision, et ensuite la valeur de cette vision. Cette valeur de cette vision, on l'affiche au tableau, elle reste tout au long du projet. Donc là, cet aspect par exemple recherche de la vision, c'est un bon exemple de recherche de la convergence. L'équipe s'adapte au product owner, le product owner s'adapte aussi à l'équipe, puisqu'on lui demande, ce qui n'était pas le cas auparavant, de définir sa valeur business. Pourquoi il veut faire ça? Quand on lui demande pourquoi il veut le valider, comment il va le valider, ce n'est pas la validation ensemble, 4 tests d'application, c'est quel est l'intérêt, pourquoi tu as souhaité acheter cette voiture. Au final, on l'a achetée parce qu'elle était rouge, pas pour des raisons de vitesse ou autre. Donc on va rechercher au fond de l'intérêt qui est porté par le client sur le produit qu'il veut construire. Donc dans la pratique, là aussi, un petit peu comme pour l'aspect progressif, je mettais en avant l'aspect méthodologique et l'aspect projet. C'est toute une équipe qui converge vers un engagement. Il n'y a pas une équipe Scrum qui prend un engagement de dev et un PO qui prend un engagement de gérer son scope. C'est tous ensemble, on converge pour faire en sorte que le grand product backlog qui est derrière nous au tableau converge vers l'ensemble des priorités nécessaires, atterrissent à bon port et à bonne date. L'honnêteté, qu'est-ce que c'est? Donc l'honnêteté, on a hésité entre honnêteté et transparence. Avec Pinocchio, Pinocchio il est dans les deux mondes. Il est une fois côté client, une fois côté high-tech, et peut-être généralement des deux. On a besoin de coaching pour apprendre à être plus honnête. La méthode agile en tant que telle va apporter au travers des cérémonies, au travers des pratiques, au travers de l'itération, au travers du feedback, cette honnêteté, cette transparence. Tout ce qui est visuel aussi autour de nous, le product backlog, le burden chart, va apporter cette transparence. Et cette transparence-là, elle est essentielle parce qu'elle permet à l'ensemble des intervenants d'être à l'aise, de constituer une équipe. Et qu'est-ce que c'est qu'une équipe? C'est quand on rentre dans une salle, on est dans une opération de production, que ce soit une démo, une rétro ou ce qu'on veut, une définition de features, on rentre, on a un objectif, on travaille sur cet objectif pour transformer vers la réalisation du projet. L'honnêteté, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Sur un des projets agiles qui concernait un gros projet de plusieurs milliers de jours hommes, le product owner, c'était plus celui qui présente le budget qui était là, mais vous allez voir après qu'on l'intègre énormément dans des cérémonies spécifiques. Il participe à la rétrospective. On a une sorte de sprint débrief où on met le sponsor, PO, budget et scope avec un manager IT. Donc on a quelques cérémonies pour gérer les cercles d'influence. Et qu'est-ce qui s'est passé? On leur a demandé un feedback après la mise en production. On pensait qu'ils allaient nous parler de leurs produits. Et ils nous ont parlé de concret, progressif, convergent et honnête. Et sur l'honnêteté, c'est aussi l'idée, les barrières. On a vu tomber les barrières entre high-tech et c'était des équipes opères, donc des équipes back-office. Ce n'étaient pas des équipes qui intervenaient sur les marchés, donc front-office comme on l'a présenté tout à l'heure. Et c'était, on sort du rapport client-fournisseur, ce qui fait qu'on n'est jamais dans l'explicatif, on est dans la recherche de solutions. Donc l'honnêteté, la transparence permet cette recherche de solutions, ce qui rend beaucoup plus productif, évidemment, le travail du PO et du coup, le travail de l'équipe Scrum. Merci Laurent. Donc on a compris pourquoi le client s'impliquait. Il nous reste à savoir pourquoi l'utilisateur ne change pas perpétuellement d'avis dans une telle démarche. Eh oui. C'est parti. J'aurais pas lu mes message, c'est bien. Le product backlog visuel. Donc on revient un petit peu un instant sur cet aspect visuel. Moi j'y tiens beaucoup. Le post-it, on caricature parfois les équipes sur lesquelles j'interviens en disant c'est l'agilité et les post-it.
Moi, je pense qu'il n'y a pas deux mondes, le post-it en fait partie. Donc on n'est pas là à mettre des post-it partout. Il s'avère que tout à l'heure, on a parlé d'un product owner qui était en Espagne, un petit peu loin. On peut se demander comment on fait pour intégrer dans l'équipe. Eh bien, comment ça se passe? C'est qu'il vient à toutes les démos à Paris et on se déplace avec le product backlog qui est affiché au tableau pour l'équipe et on l'emmène à Madrid pour le regarder avec lui. Donc, dans l'aspect manipulation, il a la pratique de prendre son product backlog. On part de Paris, il a une certaine forme. On revient, il a complètement changé. On peut le réexprimer à l'équipe. Et sur Madrid, on a la possibilité, effectivement, de revoir le reste à faire. Et là, sur ce projet-là, quand on dit revoir le reste à faire, on lui interdit de sortir de la séance tant qu'il n'a pas remanipulé tous les post-it. Ce n'est pas comme ça qu'on lui présente. On lui demande de revoir son product backlog. Et on revoit le product backlog, on reconstruit le prochain sprint. Et c'est à partir de là qu'on fait le travail de user story. Donc en milieu de sprint, on finalise le périmètre et on prépare avec une journée et demie les user stories sur place avec lui. Et ensuite, on va les décliner au travers de la chaîne de responsabilité dont on a parlé tout à l'heure. J'ai un autre exemple sur la manipulation qui me semble intéressante. On a eu un besoin de démarrer un projet très vite. Donc on a voulu booster la partie appel d'offres. Et plutôt que de faire... on s'est posé la question, en définitive, de comment on fait... je sors un peu du sujet product owner, mais on va y revenir tout de suite. Comment on fait pour faire un cadrage en agile? Très bien. Eh bien, plutôt que de définir, comme on l'aurait fait avant, un chef de projet ou une maîtrise d'ouvrage qui gratte des choses et qui voit un client qui lui téléphone, on est allé 2 jours, on a enfermé notre product owner, on a pris un coach agile pour vraiment attaquer un product backlog. L'idée, c'était en 2 jours, on veut un product backlog pour un cahier des charges. Donc l'expression et l'intérêt, moi, que je vois derrière la manipulation du post-it, c'est qu'on a fait en 1 journée et demie, en fin de compte, on a fait l'exercice des features. On avait à peu près 120 post-it, après en avoir jeté peut-être une trentaine. On a fait l'exercice que vous connaissez bien. Derrière le post-it, je mets la valeur business, je remanipule mon post-it, je mets les 4 tests principaux qui me permettent d'y aller. Je retravaille encore mon post-it pour travailler la complexité relative. Donc pas la complexité qu'on fait au niveau d'un planning poker au niveau équipe de dev. Vraiment quelque chose qu'un PO métier comprend. Alors des fois, il y a des surprises. Il nous dit, mais ça, c'est aussi simple que le truc d'avant. On lui dit, non, le truc d'avant, c'est juste un affichage. Là, on va appeler une base de données. On va devoir extraire l'information. On va devoir la présenter. C'est pas trop technique. Il arrive à suivre. Il voit qu'il y a 3 opérations. Donc, il va comprendre la complexité. Donc là, ça rejoint la brique tout à l'heure, convergence. Il rentre dans notre monde. On rentre dans le sien sur la business value et sur la compréhension du métier. 5e mouvement sur le post-it. Quand il y en a 120, c'est un petit peu rébarbatif au bout d'un moment. On a travaillé la priorité. Et ces 120 post-it, ensuite, c'est ceux qu'on retrouve dans notre backlog produit. Alors, on ne fait pas forcément backlog, croix, capex, et puis on répartit. On fait plutôt de temps en temps la méthode tas de sable, ce qui lui permet de voir qu'il en demande beaucoup au milieu, qu'à un moment donné, il devra couper. Mais on reste aussi réaliste. Et là, il y avait l'aspect concret tout à l'heure. Et assez court-termiste, on va faire des choses prédictibles, réalistes et réalisables. Et du coup, ce qui est un peu plus loin, il y a tout ça. Ça nous permet, quand on a des fois, on avait vu des gaussiennes sur le product backlog, de dire ce qui est en bas à droite de ta gaussienne, on peut d'ores et déjà peut-être penser que ça finira hors scope. Ce n'est pas forcément vrai, mais au moins, on l'a observé. Merci Laurent. Donc, avec toutes ces pratiques, les 4 grands problèmes qu'on a vus tout à l'heure sont adressés. Et effectivement, ils ne nous ont pas gênés au cours des développements. Alors, c'est pas pour autant que effectivement tout s'est bien passé merveilleusement sans jamais aucun accroc. En fait, il y a bien des problèmes. Il y a bien d'autres soucis qui apparaissent. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce ne sont pas ceux qu'on aurait pu craindre, finalement, et ils sont d'un ordre de grandeur vraiment plus faible. Et ils n'empêchent pas la réussite des projets. Ils sont tous liés, généralement, alors un peu au fait que la chaîne de responsabilité crée une petite latence, et aussi à la confusion des rôles. Donc il y a des différents rôles dans la chaîne de responsabilité qui doivent être bien compris par les différents acteurs qui les assument pour justement ne pas créer de quiproquos, de friction. Alors,
tout seigneur, tout honneur. On va commencer par le product owner. Le product owner, sa difficulté principale, finalement, c'est de gérer cette dimension nouvelle pour lui dans les projets, qui est finalement le budget. Alors, mais il le voit pas directement en dessous, il le voit en point. Il voit très bien qu'il a un certain nombre de sprints, que ça va s'arrêter à un moment. Il a tendance à vouloir un peu occulter ça, donc il faut le remettre régulièrement sur le sujet pour que ça soit toujours dans son scope. Et donc l'obliger ainsi, parfois à renoncer à des choses qui finalement ne sont pas si utiles que ça, et bien sûr l'obliger systématiquement à prioriser toutes les tâches qu'il veut vraiment, toutes les features, excusez-moi, qu'il veut vraiment voir intégrées dans son projet. Alors, les autres rôles, donc le business analyst. Alors lui, son gros problème, généralement, c'est de se substituer au product owner, de décider à la place, donc répondre directement à l'équipe quand l'équipe pose une question, au lieu d'aller voir le product owner. Et puis, parfois, il est tellement persuadé que le product owner devrait choisir telle ou telle option qu'il lui la présente de telle sorte que le product owner ne puisse dire que oui. Un peu le même sujet des conseillers politiques vis-à-vis des ministres et autres. On a quelque chose d'un peu ressemblant au niveau des projets, oui. Dernier point pour le business analyst, c'est le trop peu trop tard. C'est-à-dire qu'en fait, le business analyst a tendance à attendre un peu les derniers jours du sprint N pour fournir les informations qui seront utilisées pour le sprint N+1, rendant à la tâche à ce moment-là de la MOA un peu difficile parce qu'il a les informations vraiment dans les derniers jours, voire parfois même des fois dans les dernières heures, ce qui fait que c'est difficile pour lui de rédiger ensuite des user stories complètes. Et bien sûr, le dernier personnage dans l'histoire, c'est la MOA. Lui, c'est le contraire. Lui, ce qu'il a tendance à vouloir faire, c'est à bypasser le business analyst, de s'adresser directement au product owner, et ce, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, en fait, tous ces acteurs peuvent facilement dialoguer les uns avec les autres. On a mis en point un certain nombre de moyens de communication pour le faire facilement. Et alors le problème à ce moment-là, c'est qu'il peut y avoir friction entre les deux hommes. Il faut faire donc très attention dans le management général, dans la gouvernance du projet. Et aussi, il peut y avoir de temps en temps des informations contradictoires selon qu'elles passent par le canal BA AMOA ou bien par le canal Product Owner AMOA direct. Et puis, bien sûr, comme toute personne qui spécifie, un AMOA peut être amené à écrire des user stories un peu trop vite, ce qui fait qu'elles ne sont pas suffisamment précises pour être chiffrées correctement lors du prochain Scrum Planning. Et ensuite, pendant les développements, les développeurs peuvent être amenés à poser pas mal de questions à l'AMOA, créant une forme d'overhead qui peut être évitée si ces spécifications sont un peu mieux rédigées au cours du sprint précédent. Bien. Alors, au niveau des projets, comment ça se traduit on arrive à la conclusion de ce séminaire. Alors, le modèle que connaissaient en particulier les gens du business à la Société Générale était idéalement celui-là, c'est-à-dire que, et longtemps, ça a été vraiment le modèle de référence, c'est-à-dire que on va lancer un développement informatique, on prend le temps de réfléchir, on passe un certain temps, on fait des spécifications précises, on sait exactement ce qu'on veut. Un jour, c'est le go, on donne ça aux équipes de développement, et quand ces équipes de développement sont compétentes, elles nous amènent de façon linéaire à la réussite en un certain temps qu'ils espèrent en tout cas prédictible. Donc effectivement, l'attente, c'est la courbe jaune. La réalité constatée de pas mal de nos clients, c'est la courbe rouge, qu'on a nommée la promesse non tenue du cycle en V. Ils connaissent bien high-tech, comme j'ai dit au début, ils sont énormément consommateurs d'high-tech. Donc ils ont déjà fait plusieurs projets, ils ont déjà vu l'explication d'un dérapage, d'un décalage budgétaire. Et leur crainte, leur inquiétude, c'est de finir dans l'état de la courbe rouge, voire plus bas. Donc la raison pour laquelle on a pu prendre le risque de partir sur l'agilité, c'est essentiellement grâce à ce constat. On leur a dit, pour éviter ça, on vous propose d'aller sur de l'itératif. On vous propose aussi une méthode avec un product owner qui va permettre le changement d'avis tout en restant aux commandes de son scope. Donc il faut gérer la dualité, réaliser un produit et ne pas trop changer d'avis. Et l'expérience montre qu'effectivement, on va le voir après, on l'a déjà évoqué,
on va réussir à éviter ce genre de phénomène. Mais le risque pour les gens de la MOA n'est-il pas justement de tomber de Caribancilla, c'est-à-dire que de partir très vite sans spécification, on fait un certain nombre de choses qui, lors de la démo, on s'aperçoit ne correspondent pas aux besoins, ce qui fait qu'on perd, parce qu'on perd une grosse partie, voire la majeure partie de la valeur de ce qui a été développé, pour repartir sur un sprint, de nouveau un peu trop hâtivement spécifié, reconquérir de la valeur, mais qui sera mise en cause dès la démo suivante, et ainsi de suite, avoir finalement une progression assez basse en dents de scie. Alors, s'ils ne le craignent pas, concrètement, on va leur afficher la courbe précédente. On va leur dire, si vous changez d'avis à 100% à chaque fois, on peut tenir le délai et le budget, plus le scope, et on va faire N fois le périmètre que vous allez définir au premier sprint. Ça, avec les méthodes agiles, c'est possible. Donc on prend plutôt généralement les choses à contre-pied. On est très rapidement transparent par rapport à la courbe qu'on a essayé de décrire au travers des révélateurs, et on va leur dire voilà ce qui se passe si on change trop d'avis. Changer d'avis, c'est possible. On a aussi parlé de formation ou de coaching. On explique que on va commencer par les choses les plus prioritaires. Ce que j'aime bien dire à mon product owner au début, c'est qu'a priori, le truc le plus important après la séance dont on a parlé tout à l'heure des 120 user stories pendant 2 jours, pas sur un coin de bureau, on peut espérer que les 3 post-it qu'il choisit comme étant les plus importants sont structurellement ceux qui vont le moins changer d'avis. Donc le changement est possible. Le changement pour le futur est préféré au changement de ce qu'on a déjà construit. Mais comme on pratique vraiment une méthode de déploiement, de développement, où on peut retravailler les éléments, on fait que des démos fonctionnelles à 100%. Changer d'avis, c'est-à-dire compléter un besoin, reste possible. C'est une autre nature de changement d'avis. Évidemment, si on veut tout casser, on reste dans une courbe qui n'est pas satisfaisante. La plupart des projets qu'on a réussi suivent une courbe pas quasi idéale, mais qui va dans une très bonne direction, et où, au final, surtout, on dépasse, à travers la gestion du scope, l'objectif final, parce que le product owner, on fait généralement entre 5 et 15 sprints pour arriver à une release. Il va s'apercevoir d'une chose, c'est que ce qu'il va réaliser au bout de 5 sprints, ou 10 ou 15 sprints, ce n'est pas ce qu'il avait défini, ce qu'il avait en tête au début, et donc il a réellement opéré le changement. Alors, avant de passer aux questions, peut-être un dernier élément, un témoignage. Là, c'était un témoignage avec du recul sur l'ensemble des expériences qu'on a eues, Henri et moi, sur les projets qu'on a conduits. On n'était pas là pour vous vendre ni l'agilité, ni notre product owner, ni l'ASG. Moi, à titre personnel, je reviens aux fondamentaux. Aujourd'hui, ce qui fait que le product owner a révélé ce qu'on a essayé de vous présenter, c'est qu'on l'a fait rentrer très simplement dans l'itératif. Et l'itératif permet l'amélioration continue et le changement. Donc on a intégré aussi le changement. On a intégré, il voit l'implication des équipes. Je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais le fait d'être dans les démos, alors celui qui est espagnol, il n'y est qu'une fois toutes les 3 semaines, mais on y est aussi une fois toutes les 3 semaines, donc ça fait 1 semaine et demie, et on passe 1 ou 2 jours ensemble. Et au final, c'est la collaboration. Nous, chez Hightech, tout à l'heure, il y avait la courbe rouge, où on va dire qu'un certain pourcentage important de projets décalent, mais comme à peu près dans toutes les entreprises qui ont ces challenges de réactivité sur les applications. Le deuxième point, c'est que souvent notre product owner n'a pas confiance et se sent dans un rapport client-fournisseur qui va plutôt au conflit et à la perte de temps. Grâce à l'agilité, on obtient ce qu'on nous demande en termes d'objectifs, une collaboration très efficace. Et l'idée du Pinocchio et du bonhomme honnête, c'était plus que la transparence. On arrive à une relation où on n'a pas souhaité mettre là, ici les feedbacks, mais les feedbacks qu'on pourrait attendre d'un client, c'est super. Les feedbacks qu'on a obtenus de nos product owners dépassent largement, et il faut faire attention, les feedbacks qu'on s'attendait à recevoir. Il y a un micro, je crois, pour les gens qui auraient peut-être quelques questions. Il y a une personne là-bas. Bonjour. Je voulais essayer de comprendre la chaîne de communication à 3 niveaux. Oui. Comment ça se passait concrètement pour un développeur? Donc, je suis développeur.
je suis en train de développer une user story, je me pose une question, je me tourne vers la MOA. En fait, le gars de la MOA, il est dans le bureau, il est dans l'open space avec vous, il est à 1 mètre. Voilà, J'en prends un, il s'appelle Loïc dans un des projets. Voilà. Ils diront Loïc, telle et telle chose. Alors il se déplace. Voilà, il n'a pas la réponse. Alors s'il n'a pas la réponse, ce qui généralement, je veux dire 2 fois sur 3, il a la réponse. C'est à peu près ça. 1 fois sur 3, il va voir la MOA, le business analyst. Ou bien il discute avec, il y a un chat systématiquement ouvert avec le PO pour justement poser ses questions. Et généralement, on a une réponse. Il a la réponse généralement dans le quart d'heure. Le PO, il est en fait réellement dédié au projet ? Non. C'est quelqu'un qui a une activité même très 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 soutenue. Mais il est très intéressé par le projet, il est très impliqué. Comme il l'a vu effectivement de sprint en sprint, son application se monter, plus une application marketing, donc c'est un truc assez joli. Donc tout de suite, ça implique, quoi. Donc il est effectivement le plus souvent présent, donc il a constamment son chat ouvert sur son bureau. Quand il est dans son bureau, quand il est ailleurs, voilà, on sait que pendant quelques temps, on n'aura pas de réponse. Mais s'il est là, il répond généralement assez vite. Oui. Et juste ça répond à la question ou pas ? Oui, très bien. Juste une autre question rapide. Les profils des AMOA par rapport aux business analysts, ce sont des gens de l'informatique, mais qui préfèrent s'orienter plutôt dans le recueil et la formalisation des besoins, plutôt que dans le développement, le code Java, .NET ou autre, quoi. D'accord, merci. Petite précision très rapidement. On a sur ce schéma l'équipe Scrum classique que vous connaissez. On a également un chef de projet. Le chef de projet va perdre énormément d'activités qu'il faisait avant. Il n'encadre plus l'équipe généralement. Il ne s'occupe pas du développement. Il s'occupe de la gestion de projet. Donc la gestion de projet, c'est de l'administratif. On fait quand même aussi les circos. Donc on fait l'agile plus le standard parce qu'il faut s'intégrer dans une grosse structure. On a aussi des livrables obligatoires qui se rajoutent à la méthode. On a la gestion des dépendances parce qu'une application ne s'installe pas comme ça en standalone. Elle s'inscrit dans un système d'information. Et donc, il fait du reporting aussi à ses managers, aux sponsors en face. Donc, le chef de projet a un métier raccourci. Et donc, on split. Donc, on a vraiment une équipe Scrum. Par rapport à la question de tout à l'heure, l'équipe Scrum, on rappelle les fondamentaux. On ne démarre pas un sprint sans des user stories validées. Et on minimise, du coup, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de questions, l'effort de questionnement au sein du sprint, ce qui permet de dire on ne change les choses que dans le cadre de la démo. Bien évidemment, il y a une interaction. Après, donc, que ce soit, on a vu tout à l'heure la chaîne de PO, on a aussi une chaîne de chefs de projet, en définitive, à travers le Scrum Master, le chef de projet et le PO. Et les casquettes sont ouvertes. Je disais tout à l'heure, quand on rentre dans une salle, si on a un problème, tout le monde a le droit à la parole. On a essayé le principal risque de nos organisations, elles sont assez complexes, c'est justement de réduire la distance entre l'utilisateur final, dont on n'a pas parlé d'ailleurs, puisqu'il n'est pas forcément PO, et le développeur. Ce qui se passe dans nos démos, c'est qu'on va, dès que c'est intéressant, aller rechercher des utilisateurs finaux. Donc on va étendre aussi le cercle de cette équipe. Moi, je voudrais juste rajouter un mot sur le chef de projet, parce que je pense que pour des gens qui font de l'agilité, le mot chef de projet, tout d'un coup, leurs cheveux doivent se dresser sur la tête. Alors, il ne s'agit pas d'un chef de projet au sens classique d'un projet qui fait le planning du projet, qui dit aux gens ce qu'ils ont à faire, pas du tout. Il y a un Scrum Master et une équipe. L'équipe est auto-organisée, c'est elle qui donne ses chiffrages. C'est pendant les daily meetings que les gens choisissent les tâches. C'est eux qui les price. Il n'y a aucune intervention du chef de projet à ce niveau-là. C'est vraiment dans la gouvernance plus globale du projet qu'il intervient. Alors, à tel point d'ailleurs que pour ne pas confondre les rôles, une des premières règles qui avait été instituée, c'est le chef de projet ne participe pas aux cérémonies Scrum. Et puis les équipes elles-mêmes, pour montrer à quel point les rôles avaient été bien compris, ont demandé au chef de projet de participer à ces cérémonies. Au début, ça a été le Scrum Meeting, puis ça a été même la rétrospective. Les équipes elles-mêmes ont demandé au chef de projet de le faire, parce que justement, comme tout le monde avait bien compris, il n'y avait pas de friction, et ça paraissait plus efficace de faire ainsi. Jamais les chefs de projet ne se sont imposés au sein des équipes. Comment est-ce que vous avez préparé le terrain en matière de formation et de changement de culture, justement, encore avec les PO et les chefs de projet existants? Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu, on nous parle de formation, comment on prépare en fait le terrain à ce changement de culture.
Oui, ça vous a apporté un changement de culture dans l'entreprise. Est-ce que vous avez eu des actions préparatoires? Je pense en particulier de formation ou d'accompagnement du changement. Alors, comme je l'ai présenté tout à l'heure, on n'est pas sur un mode formation, on est sur un mode concret, progressif, donc on fait plutôt des petites présentations. On a énormément de ce qu'on pourrait appeler du coaching ou petite voix, je ne sais pas si on est encore dans Pinocchio, mais avant d'aller une démo, le PO, on va lui expliquer ce qui va se passer. Moi, mon IT manager, je lui ai dit, sache que je te demande qu'une chose, c'est quand on va être en train de décaler dans un sprint, de ne pas revenir au galop sur les anciens réflexes, qui est, vous commencez à décaler, vous allez dériver tout le temps. Sur le premier projet qui comprenait 15 sprints avant d'aller en prod, le 12e sprint, on a décalé 30%, il m'est sauté sur le dos, je lui ai fait, rappelle-toi ce qu'on s'est dit au début. Donc en fait, on a un niveau de maturité suffisant pour aller, dès le départ, fixer des règles et de manière anticipée, informer tous les intervenants du projet de ce qui va se passer, de comment on souhaiterait qu'ils réagissent. Ce qui nous permet sur le terrain, une fois que ça se produit, de dire attention, rappelle-toi, et après on opère. Un autre exemple, il y a un projet où on a choisi, puisqu'il y a plusieurs façons de le faire, quand on redéfinit le reste à faire, on redéfinit la priorité et on redéfinit ce qui est obligatoire pour aller en production. C'est assez risqué parce qu'au dernier sprint, on a le droit de demander la terre. Qu'est-ce qu'on a fait? À partir du moment où on a fait ce reporting-là, on a eu ce choix. On a fait un reporting qui a montré le reste à faire. Le reste à faire, il a fait ça. On a augmenté le niveau de choses obligatoires. On est redescendu et on le savait très bien vers la fin du projet. Il y a eu une seconde bosse parce que effet budgétaire avec le contexte actuel, la personne sait que quand son projet est fini, de toute façon, on va peut-être lui couper les vivres. Donc elle va demander un maximum d'éléments. Donc on va plutôt rechercher ce qu'on a essayé de présenter là sur la convergence par rapport au contexte, les outils les mieux adaptés pour répondre à la demande. On ne croit pas vraiment à une formation PO un peu théorique, on est plus sur un aspect terrain et coaching. Bon, je vois qu'on nous fait signe pour nous dire que cette séance est terminée. Donc, pour ceux qui auraient des questions complémentaires, bien évidemment, Laurent comme moi serait très heureux d'y répondre. Vous pouvez venir vers nous pendant la pause et on se fera un plaisir, bien sûr, d'apporter les précisions qui vous manquent. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute.